Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet universel, je crois, le désir d'immortalité. Oui, un rêve fou. Et on va explorer ça en s'appuyant sur un livre fascinant, L'immortalité magique de Serge Hutin. D'accord. Donc, l'idée, c'est de voir comment ce rêve de vaincre la mort ou au moins de vieillir moins vite, euh, comment il est abordé par Hutin. Exactement. Son livre, c'est un peu un voyage, hein, entre la science, l'ésotérisme, les mythes, la littérature même. C'est très riche. Et notre but, c'est d'en extraire un peu la substantifique moelle, les idées clés, quoi. C'est ça. Décortiquer cette quête de longévité, voire de dépassement de notre condition de mortel. Bon, alors, par où on commence? Le constat de base, j'imagine. On vit pas très longtemps et on se dégrade. Bah oui, c'est le point de départ un peu déprimant, hein. La brièveté de la vie, l'usure du corps. Hutin rappelle cette idée étudiée par Lecomte du Nouï. Ah oui, le temps qui semble s'accélérer avec l'âge. Voilà. L'heure d'un enfant, c'est pas du tout la même chose qu'une heure quand on est adulte, le temps psychologique comme on dit. C'est fou ça quand on y pense. Et face à ça, bon, la science fait des choses évidemment, la gériatrie progresse, on a eu des sérums comme celui de Bogomolets, les travaux de Quinton sur l'eau de mer. L'espérance de vie augmente, c'est un fait. Oui, mais la sénescence, cette dégradation finale, elle semble toujours là. Hutin soulève même un truc étonnant. Ah oui, quoi donc? Apparemment, il y aurait eu proportionnellement plus de centenaires à Paris avant la Révolution. C'est paradoxal, non? Carrément. Comment c'est possible ça? Ben, il suggère que même si nos cellules se renouvellent sans cesse, tous les 7 ans en gros, on dit il y a un déséquilibre qui finit par s'installer. La machine s'enraye, quoi. D'accord, donc la science progresse, mais il y a un plafond de verre, hein, en quelque sorte. Et c'est là qu'on se tourne vers autre chose, l'ésotérisme, la magie. Exactement. C'est là qu'interviennent la quête de l'élixir de longue vie, l'alchimie, les sociétés secrètes comme les Rose-Croix. On passe à une autre échelle. On vise plus juste la longévité, mais carrément la régénération, l'immortalité C'est physique. ça l'ambition. Mais Hutton est clair, les preuves tangibles, il n'y en a pas vraiment. Ah. Donc, les histoires de Ninon de l'Enclos ou Diane de Poitiers qui reste jeune. Les yogis qui vivent des siècles, le comte de Saint-Germain, Nicolas Flamel, tout ça, ça flotte entre l'histoire et la légende pure. Mais le fait que ces histoires existent et persistent, c'est ça qui est intéressant, non? Tout à fait. C'est la force de ce mythe, de cet espoir, qui est frappante. Plus que les faits eux-mêmes, finalement. Et il y a des exemples plus récents. Hutin en cite. Oui, il mentionne une certaine Béatrice Russell, liée à l'Amorce, une organisation rosicrucienne. Elle prétendait avoir rajeuni par la volonté, par des techniques de respiration. Ça pointe vers l'idée que l'esprit pourrait jouer un rôle sur le corps, alors. C'est une piste qu'il explore beaucoup, oui. Mais attention, l'immortalité dans l'imaginaire, c'est pas toujours rose. Ah bon? Comment ça? Souvent, c'est vu comme une malédiction. Pense aux Juifs errants, aux Hollandais volants, à Faust, condamnés à errer sans fin, attachés à leur misère terrestre. C'est pas forcément enviable. C'est vrai, une vie sans fin mais sans joie. D'accord. Hutin explore aussi les grands symboles liés à ça, comme les éléments, le feu par exemple. Oui, le feu, c'est très ambivalent. Il peut régénérer, purifier, même diviniser la foudre de Zeus, c'est un peu ça. Mais c'est aussi le feu de l'enfer, la destruction. Et l'eau? Plutôt positive, elle. Ah oui, l'eau c'est la source de vie, la jouvence. La fameuse fontaine de Jouvence, c'est un symbole universel de renaissance, de retour à l'origine. D'accord. Et le sang? On pense tout de suite à des trucs plus sombres. Forcément. Le sang comme force vitale. Hutin évoque les légendes terribles autour de Gilles de Retz ou d'Erzébeth Báthory. Et même la transfusion sanguine, au début, ça faisait peur. Le Parlement l'a interdite en 1668. Et le mythe du vampire, c'est l'idée de vouler cette force vitale par le sang? Exactement. C'est l'appropriation ultime. Et cette idée de vol d'énergie vitale, on la retrouve aussi avec la sexualité. Ah oui. Comment ça? Dans les croyances populaires, un vieil homme qui épouse une très jeune femme, on dit parfois qu'il lui pompe sa jeunesse. Et plus sérieusement, dans des traditions comme le tantrisme, Oui. on cherche à maîtriser l'énergie sexuelle, la kundalini, pour la transmuter en énergie de régénération. Parfois, Hutin le note, au prix de la stérilité, comme si l'énergie était détournée de son but procréateur. Intéressant. Et on retrouve cette idée de maîtrise d'énergie interne avec le Tumo, cette chaleur magique des Tibétains. Tout à fait. C'est toujours cette idée de maîtriser des forces vitales internes. Et l'alchimie alors? C'est pas juste chercher à faire de l'or, si je comprends bien Hutin?
Ah non, pas du tout. C'est bien plus profond. C'est la quête du grand œuvre, la maîtrise des secrets de la nature, de la vie elle-même. L'immortalité, c'est souvent le but ultime, ou une étape vers une libération totale. Monter au ciel sans passer par la mort, comme on dit parfois. Voilà. Et au cœur de ça, il y a le fameux feu secret des alchimistes, cet agent mystérieux de régénération. Hutin cite même l'hypothèse un peu folle de Jacques Bergier. Qui était Et qu'est-ce que ça pourrait être une forme d'énergie physique qu'on ne connaissait pas, genre une radioactivité maîtrisée, ou la maîtrise de l'énergie de la foudre, du magnétisme, qui sait? C'est vertigineux. Et l'alchimie parle aussi de transformer le vivant. Oui, Hutin donne des exemples de transmutation biologique observée chez l'animal, suggérant que l'adepte pourrait parvenir à une maîtrise similaire sur son propre corps. Bon, quand la science et même l'alchimie semblent avoir leurs limites, il reste l'imagination, non? La littérature, la SF. Ah bah là, plus de limites. On explore tout. L'inversion du temps comme Benjamin Button, le voyage dans le temps. H.G. Wells, bien sûr. Oui, et on retrouve les grands mythes revisités, hein. Le juif errant chez Eugène Sue, ou Meyrink, le vampire moderne. Les archétypes sont tenaces. Le voyage dans le temps, c'est un motif qui revient sans cesse. Est-ce que c'est juste de la fiction? Bah, la théorie de la relativité d'Einstein ouvre des portes théoriques, hein, avec les paradoxes de Langevin, et Hutin mentionne même des recherches, comme celle de Drouet à l'époque, sur la possibilité pratique. Mais on est loin du compte, évidemment. Mais l'imagination elle-même, elle peut être une clé. Hutin parle de ça. Oui, et c'est une idée très belle. Il cite des œuvres comme Peter Ibbetson ou celle d'André Ardelais, où l'imagination, le rêve, permettent de transcender le temps, l'espace, d'accéder à un état de liberté, un jardin intérieur. Le rêve comme une sorte de voyage hors du temps. Peut-être, c'est une piste fascinante qu'il laisse ouverte. Finalement, ce tour d'horizon avec Hutin, ça montre bien cette tension humaine, hein, ce désir fou de dépasser nos limites par tous les moyens, science, magie, mythe, ou l'esprit lui-même. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Oui, une question pour la route, comme on dit. Si on suit un peu les pistes de Hutin, est-ce que l'immortalité qu'on cherche si désespérément, c'est vraiment celle du corps physique, ce corps prisonnier du temps et de l'espace, Où est-ce qu'elle serait ailleurs? à maîtriser notre perception du temps par l'esprit, par l'imagination? La vraie immortalité, au fond, ce serait peut-être de s'affranchir de la condition corporelle elle-même. Qu'en pensez?